TF1 20h avec Roger Giquel. Le Boeing de la Lufthansa, le commandant de bord abattu, un nouveau délai fixé à 1h30. TF1 en couleur, Raymond Barre à Lyon demande une accélération du programme de coloration. Concorde à New York, premier vol commercial le 22 novembre prochain. Janus 4, première plongée réussie, pour la première fois au monde, 6 hommes en eau libre à moins 460 mètres. La course autour du monde, les premières images rapportées par le concurrent Bernard Deguy, notre envoyé spécial. Bonsoir. La situation créée par le détournement d'avions de la Lufthansa est ressentie avec une telle gravité à travers le monde que, je viens de l'apprendre à l'instant, et pour la première fois, le pape Paul VI a offert sa vie pour le salut des otages du Boeing. Jusqu'où va aller la résistance du gouvernement allemand devant l'odieux, l'insupportable chantage à la vie exercé par une poignée de terroristes qui détiennent toujours à Mogadiscio en Somalie les passagers et l'équipage du Boeing de la Lufthansa. Jusqu'à maintenant, le gouvernement allemand avait réussi à ne pas céder sans mettre en danger la vie des otages, mais les données du drame ont beaucoup changé depuis qu'il est devenu tragédie avec l'assassinat du pilote de l'avion jeté ce matin sur la piste de Mogadiscio. Pourtant, le gouvernement de Bonn refuse de répondre quand on lui pose la question « Allez-vous maintenant libérer les 11 membres de la bande à Bader ?» objet du chantage. Il répond simplement qu'une liaison téléphonique permanente a été établie avec Mogadiscio, la capitale de la Somalie, ce qui signifie qu'à partir de Francfort, on peut parler avec les pirates par l'intermédiaire de la tour de contrôle. Ces derniers ont fait savoir qu'ils repoussaient leur ultimatum à 0h30 GMT, 1h30 heure française. Le gouvernement de Somalie voudrait que cet avion s'en aille. Les terroristes n'ont plus guère de territoire de refuge en perspective. Et surtout, il n'y a plus que le copilote, puisque le commandant de bord a été tué, Éric Gilbert. Oui, le corps du commandant Schumann a été éjecté de l'appareil ce matin à 7h30 sur la piste de Mogadiscio par un toboggan de secours. Mais ce n'est qu'en début d'après-midi que l'identité de la victime a été connue, les autorités ayant tardé à la confirmer. Pour leur part, les pirates n'ont pas tenté de justifier ce meurtre, ou tout au moins, les explications qu'ils ont pu fournir n'ont pas été retransmises. Mais pour autant qu'on le sache, le pilote que l'on va voir maintenant au cours d'une opération de ravitaillement sur l'aéroport de Dubaï, il a 48 heures, le pilote est l'homme en chemise blanche qui est surveillé actuellement par un terroriste, eh bien ce pilote n'a pas été supprimé pour faire fléchir les autorités. Il aurait été du reste abattu dès la nuit dernière à Aden. Sans doute, Jürgen Schumann a-t-il payé de sa vie une attitude extrêmement courageuse. On sait en effet qu'en utilisant des phrases codées, il avait réussi au cours de l'escale de Dubaï à faire passer un certain nombre d'informations sur le commando. Il avait révélé en particulier que les terroristes étaient armés de pistolets 9 mm et disposaient de pains de plastique. D'après l'agence de presse ouest-allemande, Jürgen Schumann aurait été exécuté devant tous les passagers. Depuis, rien n'a bougé autour du Boeing 737, isolé sur la piste de l'aéroport somalien par un cordon d'hommes en armes. Seul réconfort pour les otages qui en sont à leur 6e jour, la nuit est maintenant tombée et la température va baisser de quelques degrés. L'attitude du commando, dirigé par le mystérieux Walter Mohamed, est complexe. D'un côté, une extrême dureté. Les pirates refusent tout ce qui pourrait rendre la détention des otages moins pénible. Au fil des étapes, ils n'ont libéré personne, alors qu'il y a à bord des personnes âgées à la santé fragile, des femmes et des enfants. D'un autre côté, ces pirates semblent pris de court. Ils fixent de nouveaux délais d'une façon assez incohérente. Tantôt ils rajoutent une demi-heure, tantôt plusieurs heures. Le dernier ultimatum expirera à 1h30 cette nuit. Il faut dire aussi qu'ils pensaient avoir moins de difficultés à trouver un asile. Et puis, c'est également un élément important, il y a maintenant une sorte d'écran entre eux et le monde extérieur. Le gouvernement d'Allemagne de l'Ouest a obtenu que le blackout soit respecté. Il ne donne aucune précision sur les contacts entre l'avion et les autorités, contacts qui ont lieu par le truchement de la tour de contrôle de Francfort. Et à Bonn, on continue de penser que cette tactique est la seule possible. Nous allons retrouver maintenant notre envoyé spécial en Allemagne fédérale, Bernard Volker, pour un dernier point. L'assassinat du pilote de la Lufthansa n'a pas entamé la détermination du gouvernement allemand de ne pas céder au chantage des terroristes. Le porte-parole du gouvernement fédéral a été pour la première fois très clair cet après-midi en disant « les terroristes doivent abandonner ». Si cette attitude de fermeté est comprise par l'opinion, elle a en revanche choqué les parents des otages, dont certains se sont rendus cet après-midi à la chancellerie pour demander à leur gouvernement de tout faire pour sauver la vie des passagers de l'avion de la Lufthansa. Le gouvernement allemand est en contact permanent avec son envoyé spécial à Mogadiscio qui négocie avec les pirates de l'air en ce moment. La
terrible partie de poker continue. Oui, et nous retrouverons Bernard Volcker en fin de journal pour un nouveau point sur cette affaire. Les dirigeants européens se sentent parfaitement concernés par ce qui se passe en Allemagne. Dans une conversation téléphonique, M. Giscard d'Estaing a assuré le chancelier Schmitt que la France demeurait aux côtés du gouvernement fédéral dans cette épreuve. Le gouvernement britannique a parlé d'appui total à Bonn. Ce qui est en jeu, surtout, c'est l'engrenage de la violence qui peut aller jusqu'à entamer les principes mêmes, le fonctionnement de la démocratie libérale. On observe le gouvernement de Bonn, on approuve ses décisions, on lui donne son appui, et plus généralement, on s'inquiète de ce qu'une telle situation puisse déboucher sur des procédures et des lois d'exception. Tel a été le sens des propos de Raymond Barre tout à l'heure à Lyon. Nous traversons dans tous les pays une période difficile car c'est la démocratie qui est menacée. La démocratie, c'est la tolérance, c'est le respect des opinions et c'est le respect des hommes. Voilà pourquoi je crois que lorsqu'il s'agit de défendre la démocratie, il faut la plus grande fermeté. On se repent toujours de certaines complaisances ou de certaines faiblesses. Le passé l'a montré. Si tous nos pays ne parviennent pas à surmonter ce que l'ancien chancelier Brandt a appelé une crise de civilisation en montrant que la démocratie et ses principes se défendent, alors je pense que la vie deviendra de plus en plus difficile pour les citoyens. Voilà, et je vous rappelle l'information que je vous donnais au début de ce journal et qui est tout à fait étonnante, tout à fait exceptionnelle. Le pape Paul VI a offert sa vie pour sauver les otages, pour le salut des otages. Et renseignement pris par un confrère qui vient de téléphoner à Rome, cela signifie bien que le pape Paul VI s'offre lui-même à la place des otages. Le Premier ministre a fait la déclaration que vous avez entendue il y a quelques minutes à l'occasion de sa visite officielle à Lyon qui a commencé par l'inauguration de l'émetteur couleur de TF1 en compagnie de Jean Hautain, le président de Télédiffusion de France, et de Jean Cazeneuve, le président de TF1. Les téléspectateurs lyonnais qui ont un récepteur approprié peuvent donc nous voir ce soir pour la première fois en couleur. Le Premier ministre a annoncé d'ailleurs qu'à la fin de l'année, les émetteurs de Marseille et Aix ayant été créés, près de la moitié de la population française pourra recevoir les 3 chaînes en couleur. Et puis, il a demandé qu'on accélère le reste du programme d'1 an et demi à peu près, si bien qu'en juin 82, il devrait être achevé. Cela a amené Raymond Barre à une réflexion beaucoup plus large sur la télévision. Son monopole technique, a-t-il dit, n'est pas un monopole des idées. Personne ne peut sérieusement prétendre que dans ce pays, la télévision soit le monopole de quiconque. J'entends même parfois, a-t-il ajouté, quelques murmures à l'encontre de la place accordée sur les antennes à ceux qui, un jour au pouvoir, n'auraient de cesse d'y faire régner le monopole d'une idéologie. Le pluralisme des opinions est la règle, il sera respecté. Fin de citation. Cela engageait bien le propos politique du Premier ministre, qui, ne l'oublions pas, a confirmé sa candidature aux législatives dans la 4e circonscription de Lyon, et qui a déclaré « Je conduirai la campagne comme chef du gouvernement ». Patrice Duhamel, à Lyon. Raymond Barre, il l'a dit tout à l'heure, n'aime pas mélanger les genres. C'est donc beaucoup plus le Premier ministre et chef politique de la majorité que le candidat aux élections législatives, ici dans la 4e circonscription du Rhône, qui est apparu. Premier ministre responsable du redressement économique, Raymond Barre a annoncé un certain nombre de mesures techniques pour aider les petites et moyennes entreprises et en particulier pour faciliter leur accès au marché financier. Mais surtout, c'est le chef politique de la majorité qui est apparu. On le sait, pour le Premier ministre, le paysage politique a beaucoup changé depuis la cassure entre les socialistes et les communistes. À partir de là, un certain nombre de perspectives nouvelles doivent être envisagées. À partir de là, on peut penser que beaucoup d'idées reçues doivent tomber. C'est donc à partir de cette analyse que le Premier ministre a édifié ce que l'on peut penser comme étant un plan Barre politique pour les élections législatives. Un plan Barre en 3 thèmes. Premièrement, il ne faut pas avoir de complexe vis-à-vis de ce qui a été fait au cours des dernières années. Deuxièmement, la coupure entre la gauche et la droite est artificielle. Troisièmement, le progrès social, c'est la majorité qui l'a engagé et c'est la majorité qui doit le poursuivre. Voilà donc une synthèse maintenant de ce que Raymond Barre nous a annoncé en exclusivité dans notre édition de 13h. Je voudrais leur dire 3 choses. La première, c'est qu'il n'y a aucune raison que
ceux qui ont assumé depuis 20 ans et au cours de ces dernières années les responsabilités fassent un complexe quelconque ou aient mauvaise conscience, comme l'opposition tente à vouloir la leur donner. Deuxième thème que je crois important, nous devons refuser systématiquement l'opposition artificielle qui est faite entre la droite et la gauche. Cela n'a pas de sens. Il y a en France un courant qui est celui de la tradition et de l'ordre, et il y a un courant qui est celui du progrès et du changement. Un courant n'est pas d'un côté et le second courant d'un autre côté. Ce que nous voulons, ce n'est pas du tout battre la gauche. Ce que nous voulons, c'est battre l'opposition. Et nous voulons battre l'opposition parce que l'opposition défend un programme commun qui est plein de dangers pour les Français et qui risque de compromettre leur avenir, aussi bien sur le plan de l'économie que sur le plan des libertés. Et la troisième chose que je crois très importante, c'est d'expliquer aux électeurs, aux Françaises et aux Français, qu'il n'y a pas une politique conservatrice de classe qui est menée par le gouvernement et qui a été soutenue par la majorité, et par ailleurs une politique de progrès social qui résoudrait tous les problèmes. La vraie politique de progrès social, c'est nous qui la menons. Le patronat, la grande offensive de relations publiques destinée à montrer que les chefs d'entreprise sont les champions du dynamisme social, s'achèvera demain sur une synthèse de François Sérac. Les patrons sont particulièrement satisfaits de leur forum public du week-end où ils ont accueilli Raymond Barre, Jacques Chirac et surtout des milliers de visiteurs qui ont pu discuter directement avec les plus grands chefs d'entreprise. Cela prouve que nous sommes bien considérés comme les premiers interlocuteurs valables pour ce qui concerne la vie économique du pays, déclarait-on à l'occasion de ces assises nationales. Aujourd'hui, on a assisté à une série de travaux sur les thèmes l'homme et l'entreprise et la cité, qui définissent bien la nouvelle stratégie du patronat. Il y a à l'évidence un souci de contre-attaque, dénoncé comme électoraliste par les critiques, pour prouver que les chefs de la libre entreprise sont les véritables garants du progrès social dans toutes ses dimensions. Emmanuel Delataille. Le patronat à bras ouverts. Le plus important dans cette énorme opération, c'est la volonté des patrons de démontrer eux-mêmes qu'ils sont capables d'organiser les changements souhaités au lieu de subir passivement les attaques et les projets imposés. Une petite révolution chez des hommes qui n'aiment pas tellement s'afficher sur les tréteaux. Ce qui les a projetés dans la mêlée, la crise, la conscience d'aspiration nouvelle, le programme commun qu'ils connaissent aussi bien que des militants communistes, et la conviction qu'ils doivent aller de l'avant sur tous les axes du progrès social. Finalement, 3 thèmes. L'autodéfense. Malgré la crise, on a continué à améliorer les conditions de vie et de travail. Fini en principe l'usine caserne, d'autant que la crise, en limitant les salaires, oblige à d'autres progrès. Secondo, la contre-attaque. Les expérimentations réussies au banc d'essai doivent être élargies à l'ensemble des entreprises. Exemple, horaire à la carte, usine à la campagne, décentralisation des décisions, etc. Après la percée, le quadrillage social. Enfin, la mobilisation générale pour un bond en avant. Le patronat reprend des thèmes politiques comme liberté, responsabilité, initiative, en visant les cadres, les ouvriers et surtout les jeunes, notamment sur un point capital. On s'efforce de persuader des dirigeants encore réticents qu'un commandement moins autoritariste, loin de relâcher la discipline, est une condition absolue pour intégrer les jeunes aux entreprises. Pour les adversaires du patronat, tout ceci n'est qu'une gigantesque opération de récupération contre la gauche. Et le fait est que plus le patronat se défend de faire de la politique, plus il en fait au sens large en sortant de son ancien sanctuaire. Concorde à New York, eh bien maintenant, ça y est, c'est pour dans les jours qui viennent. Les premiers vols commerciaux New York-Paris pour Air France et Londres-Paris pour la British Airways sont affichés pour le 22 novembre. Les premiers vols de reconnaissance peuvent commencer et dès mercredi, une équipe de TF1 est prête à partir pour la première liaison. Concorde a gagné une bataille vitale lorsque ce matin, la Cour suprême des États-Unis faisait paraître un communiqué laconique. La demande de suspension présentée au juge Marshall et référée par lui à la Cour est refusée. Ça met fin à 1 an et demi de procédure et d'atermoiement puisque c'est le 4 février 1976 que le ministre américain des Transports avait donné son accord pour une période d'essai de 16 mois de Concorde à Washington et à New York,
que c'est seulement aujourd'hui que cet accord peut entrer dans les faits. L'équité l'emporte, notre persévérance aussi, a déclaré tout à l'heure Marcel Cavaillé, Cavaillé, le secrétaire d'État au transport. Mais l'autorité portuaire de New York n'a pas désarmé, elle continuera sans doute la bataille sur les nouvelles normes de bruit qui excluraient le supersonique. Quoi qu'il en soit, la décision d'aujourd'hui est de première importance, comme l'ont confirmé Pierre Giraudet, PDG d'Air France, et Gilbert Perrol, le directeur général. Maintenant que nous avons la décision de la Cour suprême, les vols d'essai et de reconnaissance vont commencer dès cette semaine. Monsieur Perrol, après les vols de reconnaissance, vols commerciaux, l'ouverture finalement de la ligne Paris-New York. Pour quand? Eh bien, aux alentours du 22 novembre, avec comme horaire un horaire de jour, départ de Paris à 11h, arrivée à New York à 8h30, et dans l'autre sens, départ de New York à 10h30, arrivée à Paris à 20h le soir. Un tarif? Tarif 20% de plus que le tarif première classe, quelque chose comme 4 000 francs et quelques sur le trajet Paris-New York. Monsieur le Président, dernière question. Est-ce que, le cas échéant, une nouvelle réglementation du bruit donnée par le PONIA pourrait remettre en cause finalement cette autorisation sur New York? Mais nous ne voyons pas comment une telle réglementation pourrait remettre en cause l'arrivée de New York, l'arrivée à Concorde, de Concorde à New York. Nous ne le voyons pas parce que une telle réglementation devrait être discriminatoire. Il est bien certain que le Concorde ne fait pas plus de bruit à New York, ne fera pas plus de bruit qu'une bonne partie des appareils subsoniques qui atterrissent actuellement sur cet aéroport. Il faudrait donc interdire non seulement le Concorde, mais tous ces appareils. Donc nous pensons qu'il n'y a pas de réglementation qui permette d'éliminer le Concorde de New York. Avec l'opération Janus 4, des plongeurs bien entraînés s'apprêtent à réaliser un fantastique exploit au large du port de Bormes-les-Mimosas en Méditerranée. La première plongée devait avoir lieu aujourd'hui, eh bien elle a été reportée à demain matin. 6 hommes en tout cas vont tenter de battre le record du monde de plongée sous la mer par moins 460 mètres de profondeur. Ils effectueront des plongées 2 par 2 jusqu'au 19 octobre, ou même un peu plus tard. Une tourelle de plongée les descendra à moins 400 ou 430 mètres. Ensuite, ils iront en nageant vers un chantier fictif, car ces hommes doivent travailler à cette profondeur. C'est le but de l'opération. Ils auront à raccorder des tuyaux de pipeline pendant chaque fois 2 heures. Oui, exploit fantastique, tout simplement parce qu'il y a 10 ans, on croyait que l'on ne pouvait pas descendre et avoir des activités au-delà de moins de 70 mètres de profondeur. Michel Chevalet est sur place pour nous parler de cette opération Janus 4 à laquelle a assisté, ou devait assister, le ministre de l'Industrie, M. Monory. Dans ces 2 caissons, 6 hommes vivent à une pression de 43 bars. 43 fois la pression atmosphérique, c'est celle qui existe par 430 mètres de fond sous la mer. Car c'est là que ces 6 plongeurs doivent descendre, un record du monde en la matière. Dans leur caisson, ils respirent un mélange d'hélium et d'oxygène. 99% d'hélium pour 1% d'oxygène. C'est le secret de la réussite de cette opération Janus 4. Qui plus est, pour éviter des troubles nerveux dus à l'hélium, on insuffle de temps à autre un tout petit peu d'azote. C'est une recette maison. Du caisson, par groupe de 2, toujours à la pression de 43 bars, ils vont gagner cette cloche de plongée qui va jouer le rôle d'ascenseur entre la surface et le fond de la mer. Nous sommes à bord du Pétrel, le navire de forage affrété par Elf qui sert de base logistique à l'opération. Au bout du train-tige est suspendue une nacelle sur laquelle se trouve le chantier sous-marin. 2 tuyaux à souder. Autour du Pétrel, 2 autres bâtiments, le Triton de la Marine nationale et le Surroi du Knexo. Le but de l'opération Janus 4 est de voir l'aptitude des hommes à travailler par 460 mètres de fond, c'est le faire à terre, dans des caissons, mais on ne l'a encore jamais fait dans des conditions réelles. Le ministre de l'Industrie, M. Monory, a voulu se rendre compte de ce que cela représentait. Il est descendu à bord de la soucoupe plongeante Siana pour inspecter le chantier sous-marin. Un petit voyage de 2 heures au fond de la mer, à l'endroit même où sera battu ce record du monde de plongée.
Alors après cette promenade à 500 mètres de profondeur, je trouve que c'est formidable. Je n'avais d'ailleurs aucune appréhension. Je connais la qualité des techniciens du centre d'exploitation des océans. Je suis absolument ravi. J'ai vu l'installation des plongeurs. J'ai pas eu la chance de voir les plongeurs parce qu'il y a eu un petit décalage dans l'horaire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je souhaite que les Français tournent leur regard vers ce que nous avons de bien en France, de façon à ce qu'on garde cette avance technologique que nous avons encore, heureusement, dans beaucoup de domaines, dont celui-là. Dans la course autour du monde des voiliers, eh bien c'est l'entracte, c'est le repos à Cape Town. 15 bateaux, vous vous en souvenez, sont partis de Plymouth le 27 août dernier, et les 15 sont arrivés, y compris 33 exports, pour lesquels on s'est fait beaucoup de soucis ces jours-ci, mais c'était à tort, puisque 33 exports est bien arrivé à Cape Town. Il a tout de même 8 jours de retard, c'est un handicap pour la suite pour lui. Nous, notre bateau favori, vous le savez sans doute, si vous avez écouté les récentes émissions en fin de journal, notre bateau favori, c'est Neptune. C'est Neptune et son skipper, Bernard Deguy, qui est son skipper, son capitaine. Bernard Deguy, notre confrère, notre envoyé spécial de TF1 sur cette course autour du monde. Et Bernard Deguy est là, il revient de Cape Town, il revient par avion, bien sûr, juste pour nous raconter un petit peu cette première étape. Et moi, je trouve que vous avez l'air de revenir un peu d'un stage au Glénan. Ça a été un peu plus long qu'un stage au Glénan, parce que ça a duré 43 jours. Mais sinon, ça n'a pas été beaucoup plus dur. Pas beaucoup plus dur comment Il y a quand même des coups de vent dans une course comme ça. Il y a des difficultés. On n'a jamais eu plus de 35 nœuds de vent. Et en fait, ça a été un rodage parfait pour le bateau, pour le matériel et pour l'équipage qui a appris à trouver sa place dans les manœuvres de pont et à l'intérieur du bateau. Si je comprends bien, c'est maintenant que la course commence pour vous? Oui, je pense qu'on avait fait un bateau spécialement pour la course autour du monde et que c'est maintenant que ça va se jouer dans l'océan Indien, dans le Pacifique. Alors, où en êtes-vous pour cette course, puisque vous avez quand même 92 heures de retard sur Flyer? Est-ce que c'est dramatique? Non, ça représente 1 jour et demi à reprendre par étape. C'est pas trop lourd comme handicap. Quelle route allez-vous prendre? Parce que la première fois, se tromper de 92 heures, ça veut dire quand même une petite erreur de route. C'est-à-dire que maintenant, ça va se jouer avec les dépressions et avec une route la plus courte possible en descendant dans le sud. C'est-à-dire en allant jouer avec le froid et les vents forts. Et les 40e rugissants. C'est ça, oui, ou les bons vents d'ouest dans les manuels français. Vous vous sentez plus fort dans cette deuxième partie de la course? Disons que le bateau est beaucoup mieux armé parce qu'on n'a rien cassé dans la première étape. Donc normalement, le bateau est parfaitement prêt pour affronter le gros temps de ces deux étapes suivantes. Et a priori, le bateau va donner tout son potentiel de vitesse maintenant. Bernard Deguy, bon, vous êtes parti une copain. Est-ce que ce n'est pas difficile de vivre dans un univers clos qu'est un bateau et pendant si longtemps? Si, ça demande quand même pas mal d'efforts de la part des uns et des autres pour supporter les petits travers qu'on ne voit absolument pas quand on vit à terre normalement et qui deviennent des montagnes de problèmes quand on passe 44 jours à s'observer matin et soir et matin. Mais l'amitié reste solide tout de même. L'amitié n'est pas remise en cause, mais si vous voulez, le fait de voir quelqu'un fumer en laissant tomber sa cendre dans un cockpit systématiquement pendant 44 jours, à la fin, ça vous sort par les trous de nez. Qu'est-ce que vous voulez prouver, Bernard Deguy, vous et vos amis, en faisant ce tour du monde? Qu'il est possible, avec des amis, justement, de partir pendant un certain nombre de mois, vivre une aventure qui sort un peu de l'ordinaire par rapport à la vie en société actuelle. L'appât du gain, peut-être? Non, ça je pense que plutôt c'est plutôt la voie inverse même. Oui, pourquoi? Parce qu'on va plutôt, je pense, se retrouver tous plus fauchés qu'au départ, étant donné qu'on a vraiment investi tout ce qu'on pouvait investir chacun dans ce bateau, et qu'à l'arrivée, il va falloir qu'on commence à travailler sec pour faire vivre les autres. On vous souhaite bon vent pour la suite de cette course autour du monde. Prochaine étape à partir du 25 octobre, direction Auckland. Voilà, oui, bon vent et le temps, eh bien, la journée a été belle dans beaucoup de régions, mais dans le nord-est, les brouillards ont persisté longtemps. Il faisait seulement 8 degrés à Nancy et Strasbourg, 10 à Dijon, souvent beaucoup plus chaud ailleurs, 25 à Biarritz par exemple. Demain, à l'exception de l'extrême nord-est où il y aura toujours des brouillards et des nuages assez bas, le temps restera le plus souvent ensoleillé. Il y aura toutefois un peu plus de nuages que les jours précédents dans l'ouest et le sud-ouest. Les températures varieront peu, donc belle journée. À vous, Jean-Claude Narcy, pour les autres nouvelles de ce journal, en bref. Le délégué français à la conférence de Belgrade est intervenu aujourd'hui pour déplorer le procès de 4 intellectuels tchécoslovaques accusés de subversion. Les journalistes occidentaux n'ont pas pu entrer dans les lieux où se déroule le procès. Pourtant, parmi eux,
Il y a un journaliste, Jiří Liederer. À ce propos, l'UNSJ, qui regroupe l'ensemble des syndicats de journalistes français, réclame une autorisation pour rencontrer notre confrère et assister à son procès. Des visas ont été refusés, en particulier à un journaliste de l'Humanité, et le quotidien communiste proteste aujourd'hui contre ce refus. Le maréchal Tito est arrivé à Lisbonne en voyage officiel. Il avait quitté Mont-de-Marsan ce matin à bord de son Boeing personnel. Après les réceptions parisiennes, le chef de l'État yougoslave a effectué un séjour privé dans les Landes, à Eugénie-les-Bains, où il a pu profiter des promenades et surtout de la gastronomie de cette merveilleuse région en savourant les confits et autres foie gras. Une initiative originale de notre confrère d'Outre-Rhin, Die Welt, qui pour la première fois consacre un supplément de 12 pages entièrement à la région de Champagne-Ardenne. Objectif de Die Welt, mieux faire connaître la France industrielle à son premier partenaire économique, la République fédérale d'Allemagne. Échec pour le professeur Barnard, l'homme à qui il avait greffé un cœur de chimpanzé n'a pu survivre que 4 jours. Fernand Carrillo a été acquitté. Le jeune homme de 26 ans avait tué sa mère, vous en souvenez, sa mère qu'il adorait, pour abréger ses souffrances. Elle était atteinte d'un cancer incurable. Rap de la petite Graziella, rendu à sa famille contre 10 millions de francs. Un homme et une femme ont été arrêtés par la police suisse, mais les policiers restent discrets sur les 2 suspects. En tous les cas, aucun des billets ayant servi à payer la rançon n'a réapparu. Depuis ce matin, les fumeurs risquent de payer une amende de 40 à 80 francs s'ils s'adonnent à leur vice préféré dans un lieu public. En effet, les décrets d'application de la loi anti-tabac sont entrés en vigueur. Ces mesures qui, dans l'esprit de Mme Veil, sont destinées à protéger les non-fumeurs, et en particulier les enfants, risquent fort d'avoir pour le contrevenant un certain goût amer. Le roi des cascadeurs est mort. Casse-cou du cinéma français des années 30, Roland Toutain est décédé à l'âge de 72 ans. Il fut le merveilleux Rouletabille des films de Marcel L'Herbier, Le mystère de la chambre jaune et Le parfum de la dame en noir. Marc Chagall a été honoré ce matin au Louvre. Pour la première fois, le plus célèbre musée du monde a accueilli de son vivant un peintre contemporain. Valéry Giscard d'Estaing était venu en personne pour inaugurer l'exposition du pavillon de Flore, où Chagall présente une 60aine de ses peintures les plus récentes. Je vous rappelle que Marc Chagall est âgé de 90 ans. Voilà, comme promis, nous allons maintenant retrouver Bernard Volcker à Bonn. Il n'y a pas eu beaucoup d'éléments nouveaux depuis tout à l'heure, je pense, mais nous allons voir là-bas comment est le climat après le développement assez tragique de la situation aujourd'hui. La mort du commandant de bord de l'appareil de la Lufthansa a durci l'attitude du gouvernement de Bonn, qui a pour la première fois dit clairement cet après-midi qu'il n'envisageait pas de céder aux exigences des terroristes et de libérer la bande Abadher. La fermeté du gouvernement allemand n'est pas approuvée à 100% par l'opinion publique allemande. Et le chancelier Schmitt se demande ce soir quelle sera la réaction de l'opinion publique si, par exemple, les terroristes décident d'exécuter un à un les passagers de l'avion de la Lufthansa à 1 heure d'intervalle. Il semble que dans ce cas, le gouvernement allemand demanderait à l'armée somalienne d'intervenir. Le représentant personnel du chancelier, M. Wisniewski, est à Mogadiscio. Il négocie avec le gouvernement somalien qui ne paraît pas pour le moment être très désireux de se mêler de cette affaire. Et de plus, les soldats somaliens ne sont pas non plus entraînés à ce genre d'action. Le chancelier Schmitt a expliqué aujourd'hui par téléphone au président somalien Siad Barre pourquoi il refuse de relâcher la bande Abadher. C'est ce que l'on a appris cet après-midi au cours de la conférence de presse du porte-parole du gouvernement. Le chancelier Schmitt a eu un contact téléphonique par toute 1 heure avec le président du Somalie, M. Barre. Et il a essayé de faire clair à M. le Président de quoi il s'agit avec les terroristes, combien de meurtres ils sont commis, combien de meurtres ils sont essayés. C'était pour faire clair que ce qui signifie les terroristes pour l'Allemagne fédérale. Il a eu des contacts avec les gouvernements de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis aussi. L'hypothèse d'une intervention militaire de l'armée allemande contre les pirates qui détiennent l'avion de la Lufthansa est-elle envisagée? Non, dans le gouvernement fédéral, personne n'y a pensé. Je crois quant à moi que, contrairement à ce que dit le porte-parole, l'idée d'une intervention militaire est toujours envisagée. L'affaire traumatise d'autant plus les Allemands qu'ils sont maintenant convaincus qu'ils n'en ont pas fini avec le terrorisme. Et la famille du président du patronat allemand, M. Schleyer, dont on est sans nouvelles depuis l'expiration de l'ultimatum, a tenté, mais sans doute sans succès, de prendre elle-même directement contact avec les ravisseurs de M. Schleyer
aujourd'hui. Elle veut maintenant agir pour son propre compte, puisque maintenant, c'est clair, le gouvernement ne fera rien. Elle proposera aux ravisseurs une très forte somme d'argent, plusieurs milliards. C'est également tout ce que le gouvernement allemand peut proposer en ce moment à Mogadiscio aux terroristes qui détiennent l'avion. On s'achemine donc inéluctablement, c'est ce que l'on pense ici, vers une solution de force. Oui, en tout cas, attendons et sachons, je vous rappelle que le dernier ultimatum expire cette nuit à 1h30, heure française. Et puis je vous rappelle aussi l'information que je vous donnais au début de ce journal, le pape Paul VI s'est offert lui-même comme otage à la place des otages du Boeing allemand de la Lufthansa qui se trouve à Mogadiscio. Bonne soirée à tous au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité. Dernier journal, Jean-Pierre Pernaut, vers 23h35. Merci. Thank you.